Moi, il se trouve que je suis féministe et je combats le fait qu'on ait comme ça des injonctions envers les femmes pour qu'elles soient mères. Ça, c'est quelque chose que je combats. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Moi, je n'ai pas supporté cette pression sociale à être mère, à devoir se marier, à devoir avoir des enfants, etc. Sinon, on n'était pas respectable. Donc ça, je le combats. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le fait de vouloir se réapproprier une puissance politique en tant que mère pour régler les oppressions qu'on subit en tant que mère et pour lutter contre les oppressions que subissent nos enfants. C'est deux choses qui sont parallèles et en réalité qui peuvent être liées. C'est un même combat, c'est un combat féministe. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 23, le pouvoir des mères. Il y a quelque temps, j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant. J'ai longtemps réfléchi avant de faire ce choix. J'ai voulu me demander pourquoi j'avais envie de ce bébé. D'abord, je me suis dit que c'était complètement insensé de vouloir donner vie sur une planète qui se meurt, dans un monde inégalitaire et violent. Je me suis dit que c'était égoïste, que c'était pour notre bonheur à nous, avant tout. J'ai eu peur pour mon travail, j'ai pensé à la fatigue, aux allers-retours, à la course sans fin. Je me suis dit que j'aurais encore moins de temps pour moi, pour me construire ou me déconstruire, pour me nourrir, alors que j'ai encore tant de choses à découvrir. Ça n'avait aucun sens, c'était irrationnel. Mais le désir a pris le dessus. Est-ce l'envie d'offrir à mon petit garçon la joie de partager sa vie avec un frère ou une sœur? L'envie de prolonger ce que nous vivons tous les trois et qui est si beau? Cette joie intense que je ressens aux côtés de mon enfant, ce qu'il m'apporte chaque jour, cette force qui me porte malgré la fatigue et les doutes, cette envie de recommencer, encore une fois. Peut-être un peu de tout cela. Je ne sais pas vraiment, mais j'ai pris ma décision. J'ai eu un peu plus de mal à l'assumer en tant que féministe. N'avais-je pas cédé à la pression sociale, au besoin inconscient de reproduire le joli schéma familial, un papa, une maman, 2 enfants, alors même que je sais très bien que la maternité et le couple hétérosexuel sont des lieux où s'exerce tout un tas de domination et d'inégalité. Parfois même, je n'osais pas avouer ma décision à mes amies féministes. Ça m'a interrogée. Je me suis rendu compte qu'en tant que féministe, on parlait très peu des enfants, ou alors à la fin des réunions, rapidement, pour prendre des nouvelles, comme si c'était tabou, qu'au-delà de la répartition du travail domestique, de la charge mentale et de la solitude du postpartum, on partageait peu nos expériences multiples et variées de la maternité. J'ai voulu comprendre pourquoi, et comment il était possible de pousser les réflexions plus loin. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de nier la domination que représente la maternité. Il ne s'agit pas non plus de dire que les femmes sont destinées à être mères, ni qu'elles deviennent plus fortes et accomplies en le devenant. J'ai déjà abordé ces questions dans plusieurs épisodes d'un podcast à soi que je vous invite à écouter ou réécouter. Mais les femmes étant encore principalement en charge des enfants, n'y a-t-il pas quelque chose à creuser autour de cela? Comment se réapproprier la maternité? Les maternités. J'ai voulu partir à la rencontre de femmes aux expériences multiples, aux points de vue différents parfois, mais qui décident toutes de se mobiliser en tant que mères. En commençant par le collectif de femmes de Mantes-la-Jolie. Il réunit les mères des enfants qui, le 6 décembre 2018, au cœur des mobilisations lycéennes, ont été victimes de violences policières, forcées à s'agenouiller, main sur la tête, pendant plusieurs heures. Un an après, le 8 décembre dernier, ces mères organisaient une marche des mamans pour la justice et la dignité à Paris. J'ai mon fils qui a été agenouillé avec des menottes derrière, agenouillé pendant plusieurs heures.
Il a aussi assisté à de l'humiliation verbale, des enfants qui ont été traités de sale noire, bouge pas, sale arabe. Un enfant aussi, parce que c'est des enfants, qui s'est uriné dessus parce que il pleurait et on lui a demandé de se redresser. Ça a duré pendant plusieurs heures. Ça a été un choc parce que mon fils, si vous voulez, il a été pour manger avec son copain parce qu'il ne fait pas partie des lycées en question. Il a été pour manger et peut-être aussi pour regarder ce qui se passait, parce que les blocus étaient partout dans les lycées. Et il s'est retrouvé à être dans un guet-apens en fin de compte, à courir comme les autres et à être interpellé pour rien. Et il est sorti avec un rappel à la loi, comme tous les lycéens qui ont été interpellés. On leur a reproché de se regrouper, quoi. En fin de compte, on demande à nos enfants, la jeunesse de demain, de rien dire, de subir les choses et de ne rien dire. On les éduque comme ça. Ils n'ont pas le droit. Ces jeunes-là, du Montois, ils n'avaient pas le droit de manifester comme les autres. Alors peut-être qu'il s'est passé des choses, comme partout. Mais là, ça a été un petit peu démesuré. Moi, je me suis sentie aussi humiliée, parce qu'on insinue qu'on a mal éduqué nos enfants. Nos enfants, on les envoie à l'école. Moi, mon fils, il passe un bac S, c'est un bon élève. Je suis là pour bien préciser que mon enfant n'est pas un voyou, comme on essaye de le faire croire. C'est un enfant sérieux, qui s'avance pour son futur. Et je suis là pour dénoncer ces dires, quoi. Voilà. J'aurais pu faire comme beaucoup de mamans, me retirer, mais non. J'ai mis du temps pour lutter. Ça aurait été l'année dernière, je ne vous aurais pas parlé. Par respect par mon fils qui est un petit peu à l'écart, pour mon mari. Et puis aujourd'hui, non, je pense ça autrement. Et j'espère qu'il y a beaucoup de mamans qui vont penser comme ça, qui vont réagir, et qui vont arrêter de se cacher. Parce que ce n'est pas une honte ce qui s'est passé. On a subi. Tous les enfants qui ont subi ça, j'aimerais qu'ils reprennent confiance en eux. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'on les a portés dans notre ventre. Ils étaient bien au chaud dans notre ventre. Et là, on les éduque pour qu'ils soient libres. Et ça, on ne leur permet pas. Enfants, à genoux! Maman debout! 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 On veut des citoyens, on ne veut pas des agenouillés en tant que maman. En fait, c'était terrible de voir ça, quoi. Ça renvoie à l'histoire de l'immigration, ça renvoie à la question de la colonisation, ça renvoie à la gestion des quartiers populaires. Et je pense que l'idée, c'est effectivement de le dire, de le crier haut et fort, ce ras-le-bol, et surtout de voir comment accompagner cette colère, bien sûr dans la non-violence, parce qu'aujourd'hui, entre ces jeunes gens, qu'est-ce qu'on construit avec eux? Qu'est-ce qu'on peut construire? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Parce que c'est humiliation sur humiliation. Donc du coup, c'est tout ça. À un moment donné, il faut vraiment rentrer en lutte, on ne peut plus se taire. Donc aujourd'hui, on veut être des gens debout et dignes, et on veut apprendre aussi à la société et à nos enfants qu'on veut rester debout et digne. Et là, je parle en tant que mère. Pas que, mais en tant que mère. Il y a l'idée de transmission, il y a l'idée de dignité, il y a l'idée de cadre, il y a l'idée de repère derrière pour moi, qui est fondamentale. Et je pense que beaucoup de femmes ont une force extraordinaire. Je dirais pas plus particulièrement les femmes, mais il y a une forme de force et sans violence. Mais pour les garçons, je pense qu'on peut leur donner un modèle sans violence en pleine force. C'est ça en fait, c'est cette dynamique-là. Et qu'un père peut tout aussi bien porter, mais aujourd'hui, je sens que dans les quartiers, les femmes peuvent porter ce mot-là. Mon fils, en l'occurrence, avait subi déjà une garde à vue pour rien en fait. Mais pour rien. Et pour le coup, si je l'avais écouté, ça sert à rien. Et moi, c'était ça sert à rien de lutter. Bannière, ils vont avoir raison. À quoi ça sert? Tu vas te battre pour rien. Il a eu des excuses. On s'est battu, il a eu des excuses. Donc du coup, je pense que se taire, c'est mourir. Donc du coup, prendre la parole et savoir lutter, apprendre à lutter, je pense que les mères sont porteuses de ça. Le rapport au corps, le rapport à l'espace, le rapport à la justice, en fait. Quand on parle du genre, c'est plus d'égalité, plus de justice, tout simplement, et sortir des rapports de domination, en fait. La colère est bonne. Il faut juste savoir comment cette énergie, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Est-ce que je lutte ou je me venge? Nous, on veut lutter, on ne veut pas se venger. Mais le problème, c'est que si le modèle républicain envoie la répression, c'est ça. C'est-à-dire, mais la violence appelle la violence. Pas de justice!
Élever des enfants noirs, filles et garçons, dans la bouche d'un dragon raciste, sexiste et suicidaire, représente une entreprise périlleuse et incertaine. S'ils ne savent pas aimer et résister à la fois, ils ne pourront probablement pas survivre. Et pour survivre, ils doivent lâcher prise. Les mères leur apprennent l'amour et la survie, soit se définir soi-même et lâcher prise. Dans les deux cas, la capacité à ressentir profondément des émotions et à les admettre devient centrale. Comment éprouver de l'amour ? Comment faire face à la peur ? Et comment ne pas être submergé par elle ? Comment jouir pleinement de ses émotions ? Je souhaite élever un homme noir qui ne soit pas détruit par, ni n'accepte, ces horreurs baptisées pouvoir par les pères blancs, qui veulent sa mort aussi sûrement qu'ils veulent la mienne. Je veux élever un homme noir qui soit capable de reconnaître que l'objet légitime de sa colère, ce ne sont pas les femmes, mais les particularités d'une structure sociale qui le programme à craindre et à mépriser les femmes, tout comme sa propre identité noire. Pour moi, la première étape de mon travail consiste à apprendre à mon fils que je ne suis pas là pour ressentir les choses à sa place. Audrey Lorde, Sister Outsider. À Bagnolet et Montreuil, Fatima Wassak, politologue et militante féministe, lutte aussi depuis plusieurs années contre les discriminations et les violences que subissent les enfants des quartiers populaires. Elle a monté il y a 3 ans le premier syndicat de parents des quartiers populaires, le Front de Mer. La question fondamentale pour moi, c'est la question de la présence policière. Au-delà des violences policières. C'est pourquoi il y a une telle présence policière dans les quartiers populaires et présence policière qui a une fonction de contrôle social, qui a une fonction d'assignation à résidence, notamment des jeunes hommes noirs et arabes des quartiers, etc. Et c'est là-dessus, du coup, qu'il faut travailler en tant que maire, parce que les maires, là-dedans, dans ce dispositif, elles ont un rôle qu'il faut dénoncer. Parce qu'en réalité, que font les maires des quartiers ? Elles vont avoir tendance, à juste titre malheureusement, tendance à retenir leur fils à la maison. En leur disant, va pas traîner dehors, parce que justement violence interquartier, parce que drogue, parce que délinquance, parce que police aussi, les contrôles policiers, et du coup on retient les enfants à la maison. Et il faut qu'on s'organise collectivement pour lutter contre ça, mais la solution, c'est pas la police. La violence peut pas être une solution à la violence. Alors on s'y habitue quand on n'y vit pas dans ces quartiers, c'est-à-dire que ça paraît comme ça normal qu'il y ait autant de présence policière et donc d'hommes en uniforme, munis d'armes de guerre et qui se baladent comme ça dans le quartier. Ça paraît normal parce qu'on considère que les enfants notamment qui vivent dans ce quartier ils s'y habituent, de toute façon ils connaissent la violence, etc. Ils vivent là-dedans. Non, nos enfants ne s'y habituent pas en fait. Moi je veux pas que mon fils de 3 ans déjà, quand il rentre de l'école, de maternelle, soit comme ça nez à nez avec des militaires en fait qui sont armés. Et ça, comme je le veux pas en tant que maman, je vais avoir tendance à rester plus chez moi, à ne pas laisser traîner mon fils dehors quoi. Donc à partir du moment où on a fait cette analyse là, pour moi, il faut travailler là-dessus. Dire il faut se réapproprier l'espace public. Il ne faut pas retenir nos enfants à la maison. Mais je dis pas aux mères non plus laissez vos enfants traîner dehors. Moi je laisserai pas mon fils traîner dehors dans le contexte actuel. Moi ce que je dis c'est travailler ensemble les mères pour nous réapproprier nous l'espace public et faire que nos enfants puissent jouer dehors, s'amuser déjà dès le plus jeune âge. Ils peuvent pas le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail d'auto-organisation. Pour moi c'est vraiment au niveau local, quartier par quartier, immeuble par immeuble. Devant l'immeuble, en fait. Qu'est-ce que les mères de l'immeuble font devant l'immeuble avec leurs gamins ? Dans quelle mesure elles leur permettent d'occuper l'espace mais encore une fois, c'est simplement déjà faire un pique-nique végétarien sur la dalle déjà. C'est en réalité, à long terme, lutter contre les violences policières, lutter contre les violences interquartiers, lutter contre les violences en général que subissent nos enfants. Et ça permet vraiment de se réapproprier une puissance de mère qu'on n'a pas si ça passe pas par la lutte.
Ces mobilisations de mères des quartiers populaires font écho aux différentes analyses féministes autour de la maternité. En effet, à partir des années 70, les féministes matérialistes mettent en avant l'idée que la maternité est une aliénation, qu'elle est le point nodal qui fonde la domination masculine et la division sexuelle du travail. Les féministes matérialistes réclament alors la possibilité d'entrer sur le marché du travail, de se réaliser dans le travail salarié, hors du foyer, et de ne pas faire d'enfants. Les féministes noires viennent prolonger cette réflexion et la mettre en critique. Elles rappellent que les femmes noires des quartiers populaires ont toujours travaillé hors du foyer et que pour elles, le racisme, la pauvreté, les discriminations et les violences étaient un problème plus important que la maternité. Elles ont aussi mis en avant l'idée que les femmes noires n'ont pas eu le même accès au rôle de mère que les féministes blanches, comme me l'a expliqué la sociologue Colline Cardy. Le premier truc, c'était de dire, au fond, avant même de critiquer la maternité, il faut que toutes les femmes puissent accéder aux droits qui sont liés à la maternité. Et donc, vous avez à ce moment-là la mise en évidence de plein d'autres expériences de femmes, notamment de femmes noires issues des milieux populaires, qui est de dire, on nous refuse même le droit à la maternité. Le travail d'Elsa Dorlin, par exemple, qui montre comment on a construit dans les sociétés coloniales une figure blanche de la bonne maternité et de l'autre côté une figure monstrueuse de la femme noire qui ne peut pas être mère. Et donc il y a effectivement eu des femmes qui ont pu être stérilisées, des femmes à qui on a empêché d'être mère au nom d'un discours raciste et classiste. Donc il y a effectivement un discours important qui est de dire, au fond, ce discours-là, il est possible quand déjà on a le droit d'être mère. Moi, pour avoir travaillé sur la justice des mineurs, mais aussi dans d'autres institutions sociales, il y a un discours très fort autour de ces femmes africaines, c'est comme ça souvent qu'on les nomme, qui font beaucoup d'enfants et on ne comprend pas parce qu'au fond, et en creux, c'est encore ce discours-là dans certaines institutions, mais il faut qu'elles arrêtent de faire des enfants. Et il y a des modes de contraception obligés, avec en plus un discours qui est de dire, mais en même temps, ces femmes-là, naturellement, et là il y a un naturalisme très fort, ces femmes africaines, par nature, elles savent allaiter leurs enfants, elles savent s'en occuper, et c'est d'ailleurs pour ça que la société va, au fond, déléguer le travail domestique et d'une certaine manière parentale à ces femmes-là. Une autre critique qui se développe un peu à l'heure actuelle, ça a été de dire aussi, au fond, ce matérialisme, il reprend un discours libéral. Dire la maternité, c'est une aliénation, et au fond, l'horizon, c'est davantage la question du travail, c'est aussi adhérer à un discours libéral, qui est celui du patriarcat, c'est-à-dire, ça voudrait dire qu'effectivement, on ne peut se réaliser en tant que femme que dans ce que la société réserve davantage aux hommes. Et donc, peut-être qu'au fond, défendre le fait qu'on puisse s'engager et revendiquer le travail maternel, qui est en fait un travail du care, c'est redéfinir aussi une société qui serait une société plus bienveillante et où, au fond, la maternité peut représenter un idéal et un horizon politique. Une des choses intéressantes aussi que les écoféministes font valoir, c'est que la maternité, c'est un pouvoir. C'est faire l'expérience de la capacité de. Voilà, et du coup, c'est de dire c'est pas seulement une domination. Et voilà, il y a nécessité, moi, à mon sens, à penser à quel point il y a quand même des formes de domination autour de la maternité. Et ce qu'investissent les écoféministes et ce que mettent finalement en exergue ces mouvements de mères des classes populaires, c'est au fond, effectivement, parce qu'on est mère, on a une forme de pouvoir. Et on a le pouvoir d'agir. Et on fait l'expérience de son propre pouvoir. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que les expériences subjectives des femmes, elles disent aussi le plaisir qu'il peut y avoir à être mère, l'investissement effectivement quasi politique que c'est. C'est-à-dire qu'effectivement, au travers du travail parental, on fabrique une société de demain. Mais à condition, effectivement, déjà de rendre collective cette lutte. Et puis d'englober, au fond, d'autres expériences du politique, il me semble. Après, quand vous êtes sociologue, quand vous êtes dans une analyse du genre, elle pose question en même temps, cette revendication, parce qu'au fond, elles sont citoyennes parce qu'elles sont mères. Or, la citoyenneté, c'est justement essayer de penser les liens sociaux en dehors de la filiation. Et être une citoyenne, c'est pas forcément être une mère, justement. Et donc, c'est là où il y a
voilà, à la fois, ça politise le rôle qu'elles ont, la place qu'elles ont, et en même temps, ça vient rejouer des discours qui les assignent à cette place-là. Et donc voilà, moi je trouve à la fois que c'est un mouvement hyper intéressant et vraiment essentiel, et en même temps, voilà, jusqu'où la politisation, est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce stade-là, je sais pas. Pour Fatima Ouassak, les actions politiques en tant que mère ne risquent pas de réenfermer les femmes à la maison. Elle les envisage au contraire comme des combats féministes, parallèles et complémentaires aux luttes pour le droit à ne pas avoir d'enfants. Pour elle, s'organiser en tant que mère permet des émancipations possibles à travers des luttes très concrètes et qui peuvent être gagnées. Le Front de Mères s'est d'ailleurs construit autour d'une lutte locale pour proposer aux enfants une alternative végétarienne à la cantine. À peine vous commencez cette lutte, que déjà il y a une conscientisation sur la dépossession de votre pouvoir de mère. C'est-à-dire qu'à peine vous commencez, et là vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personnellement, c'est ce qui s'est passé pour cette histoire de viande. C'est-à-dire que moi je suis une maman, j'ai 2 enfants, ma fille à l'époque je venais à peine d'arrêter de l'allaiter, et donc j'ai galéré entre le tire-lait, le travail, l'allaitement, la nuit, Mais bon, j'ai allaité, c'était important pour moi d'allaiter, etc. Malgré les entraves, j'arrive à l'école maternelle, et là on me dit non, entre midi et 2, c'est Elior qui décide. C'est l'industrie agroalimentaire qui va décider du repas. C'est bon, ils ont une nutritionniste, donc t'inquiète pas, tu t'en occupes pas. Et confiance en l'industrie agroalimentaire, on gère. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, de cette dépossession par rapport à l'alimentation, en fait. C'est-à-dire que je me prends la tête, j'allaite, etc. C'est moi qui m'inquiète pour mon enfant, je l'aime, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui, etc. Et en fait, on m'empêche de décider de ce qu'il va manger entre midi et 2. Et dès qu'on a commencé comme ça à se battre pour une alternative végétarienne, il y a eu vraiment cette conscientisation, en fait, de ce qui nous était enlevé. Et puis oui, le fait d'être solidaire, d'être collective, et puis de gagner, effectivement, ça permet de se réapproprier, en fait, ce pouvoir. Ça permet déjà de se dire une chose toute simple, c'est nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Ça, je vous assure que chez beaucoup de personnes, en fait, c'est pas si évident. L'institution a tellement de messages comme ça pour dire aux parents attention à ce que vous faites à la maison, il ne faudrait pas que vous détruisiez tout ce qu'on apprend aux enfants à l'école. Et c'est vrai que du coup, des parents qui ne sont pas complètement conscients en fait, de leur responsabilité, de leur rôle, et puis on leur répète aussi beaucoup, les parents du 93, enfin des parents des quartiers populaires en général, qui sont des missionnaires, qui font n'importe quoi, qui sont laxistes, qui sont trop autoritaires, trop violents, ou alors le contraire. Enfin, bon voilà, c'est-à-dire on les stigmatise en tant que parents. Et puis là, alors avec l'histoire des accompagnatrices scolaires qui portent un foulard, enfin le fait de les stigmatiser, et puis de les rendre non légitimes en fait en tant que parents, en tant que mères, etc. Enfin, tout ça contribue en fait à délégitimer les parents, à les déposséder, etc. Donc le fait de lutter, ça permet de se rappeler ces évidences en fait. Ce sont nos enfants. Pas au sens où ils nous appartiennent, mais au sens où on en est responsable de A à Z entièrement. C'est-à-dire, voilà, se réapproprier cette parole politique en tant que parent et donc en tant que mère, et dire que voilà, nous avons en charge pour l'essentiel le sort de nos enfants, et donc nous prenons la responsabilité de prendre la parole politique pour parler de l'éducation de nos enfants. D'ailleurs, le Front de Mères, c'est ça aussi, c'est de dire on va réinvestir la famille comme une ressource. Et on ne va pas se laisser piéger par la famille obscurantiste avec une arriération culturelle qui va nous empêcher de nous émanciper, etc. Non, non. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le contexte hostile, tel que le contexte français, la famille, quoi qu'on en dise, même si, alors évidemment, je suis féministe, je sais très bien que l'essentiel, par exemple, des violences physiques, etc., c'est la famille, ça c'est pareil pour tout le monde. Mais en contexte hostile, l'injonction à la rupture familiale, mais ça peut être bien pire. Des femmes blanches de la classe moyenne, ayant suivi des études supérieures, défendaient l'idée que la maternité constituait un obstacle majeur à l'émancipation des femmes. Que c'était un piège qui confinait les femmes à la maison, entravées par le ménage, la cuisine et l'éducation des enfants. Si les femmes noires avaient exprimé leur vision de la maternité, celle-ci n'aurait pas été désignée comme un obstacle majeur à notre liberté en tant que femmes. Le racisme,
le manque de travail, le manque de qualification et d'éducation, et un bon nombre d'autres problèmes auraient été placés en haut de liste. Mais pas la maternité. Les femmes noires n'auraient jamais dit que c'était la maternité qui nous empêchait d'entrer dans le monde du travail rémunéré. Parce que nous avons toujours travaillé. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, les femmes noires états-uniennes ont travaillé en dehors du foyer, dans les champs, dans les usines, dans les blanchisseries, dans les maisons des autres. Ce travail ne leur offrait qu'une maigre compensation financière, interférait souvent avec l'éducation de leurs enfants et les empêchait de remplir efficacement leur rôle de parents. Les femmes noires ont identifié leur travail au sein de la famille comme un labeur humanisant. Une tâche qui leur permettait d'affirmer leur identité en tant que femme, en tant qu'être humain, exprimant de l'amour et de l'attention. Beaucoup de femmes noires disaient « Nous voulons passer plus de temps avec notre famille. Nous voulons quitter le monde du travail aliéné. » Bien que les premières féministes aient demandé le respect et la reconnaissance du travail domestique et parental, elles n'ont pas donné assez d'importance et de valeur à la parentalité des femmes, à la maternité. Bell Hooks, de la marge au centre. Fatima Wassak m'a aussi beaucoup parlé de la question du territoire. Comment se réapproprier l'espace public, lutter pour avoir accès à un environnement agréable pour les enfants, débarrasser des rats ou des déchets, forcer les bailleurs sociaux à remplacer des ascenseurs en panne pour que les populations, et notamment les enfants, ne soient pas coincés chez eux dans des immeubles de 18 étages. Tout cela participe pour elle d'une démarche écologique. D'ailleurs, de nombreuses femmes se mobilisent depuis longtemps en tant que mères au sein des mouvements écologistes et pour la justice climatique, comme les femmes qui luttent contre l'installation de centrales nucléaires près de chez elles dans les années 70, à Fessenheim ou à Plogoff, ou comme le collectif des Mamme No Tap en Italie. Elles s'opposent au projet de construction d'un gazéoduc qui viendrait détruire les oliviers centenaires poussant près de chez elles. Colline Guérin, chercheuse en sociologie, a travaillé sur ces différentes mobilisations. Elle m'a raconté que les Mamme No Tap étaient nées après que l'une d'entre elles ait décidé d'emmener un jour les enfants sur le campement et de les placer devant les engins de chantier pour stopper le début des travaux. En gros, ces femmes se sont constituées en tant que groupe, un groupe qui existe encore, où elles sont très actives en fait. Et elles m'ont raconté qu'elles avaient un rôle particulier dans la lutte parce qu'elles rassuraient beaucoup, elles amenaient beaucoup de soutien en fait aux gens qui subissent la répression, quoi. Et elles mettent un point d'honneur au fait d'organiser beaucoup de repas, beaucoup de fêtes, de bals, les bals traditionnels où elles dansent la tarentelle. Et elles disent on peut pas lutter sans rire, sans bien manger, sans bien danser, sans bien boire. Ça tiendra pas en fait. Et nous, on est le liant, on est ce qui tient. Ce qui pourrait être considéré par de nombreuses féministes comme quelque chose d'assez cliché, d'assez essentialisant par rapport à la femme. Mais elles, déjà, elles ne se disent pas féministes. Elles n'ont pas un positionnement féministe, je sais pas, à revendiquer leurs droits. Non, c'est plutôt comment utiliser leur statut de mère comme quelque chose d'empuissant, quoi. Les émotions, tout ce qui est assigné aux femmes de manière générale. Mais c'est l'idée de revaloriser, en fait, ce que beaucoup de féministes matérialistes ont considéré comme une aliénation, en fait. Pour moi, ça représente un peu ce que Françoise Collin, une philosophe féministe, appelle la masse de muettes, en fait. Parce que moi, quand je pense à presque toutes les féministes que je lis, c'est quand même des femmes, dans la plupart des cas, issues de classes moyennes et supérieures, qui ont fait pas mal d'études et qui sont plutôt dans des cercles intellectuels, quoi, ou militants intellectuels. Et c'est quelque chose de, quelque part, contradictoire par rapport à cette idée du privé qui est politique, etc. Et pour moi, oublier cette masse de muettes, c'est oublier déjà
une part énorme de l'histoire des femmes et des minorités de genre, et c'est reproduire une manière de penser le monde masculine en fait et patriarcale, de retenir les grands hommes, là c'est retenir les grandes femmes, et c'est penser le politique comme les hommes, c'est-à-dire le politique dans la sphère publique, où c'est dit, où on met des étiquettes, et c'est pas penser le politique comme des gestes du quotidien qui... Là, j'ai pas du tout envie d'avoir un discours des gestes du quotidien qui changent le monde, mais quand même, moi j'ai envie en tant que féministe, de revaloriser ces gestes-là, qui en fait sont très liés aussi à la sphère publique. C'est pas que le foyer, c'est par exemple les femmes que j'ai rencontrées à Plogoff, qui voulaient donner à manger à leurs enfants de la nourriture biologique. Le fait qu'elles avaient cette pensée-là, parce que c'était des mères, parce qu'elles voulaient en fait bien nourrir leurs enfants, elles se sont beaucoup engagées dans des groupements d'achats biologiques qui ont donné des épiceries biologiques, qui ont donné des chaînes comme Biocoop aujourd'hui, quoi. Ces femmes-là, elles sont pas que engagées dans le foyer, quoi. Que ça a des conséquences directes sur le reste de la société. Enfin, moi, j'ai envie de penser en situation, quoi. Et j'ai envie de penser avec les femmes qui sont concernées aussi. Je dirais qu'il y a bien un tiers des femmes que j'ai rencontrées qui m'ont parlé d'impulsion anti-nucléaire, ou du moins contre ce projet-là, parce qu'elles étaient enceintes et que, concrètement, elles ne se voyaient pas mettre au monde un enfant à côté d'une centrale. Il y a une des femmes qui m'a beaucoup parlé de transmission, en fait. Quand, elle attendait un enfant, elle sentait une sorte de puissance de vie énorme qui lui donnait d'autant plus envie de lutter. C'était pas quelque chose qui la mettait à la maison, cloîtrée et sous un plaid, quoi. C'est au contraire quelque chose qui la faisait sortir de la maison, et aussi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre... physique en fait, tu ressens pas les mêmes choses quand t'es enceinte que quand tu l'es pas. Hormonalement, il y a quand même quelque chose qui se joue, quoi. Cette articulation entre écologie et maternité, je l'ai retrouvée chez de nombreuses femmes pour qui maternage et féminisme allaient de pair. Certaines quittent leur travail un temps pour se consacrer aux enfants, avant d'y revenir ou de changer de voie, comme Ariane, 32 ans, maman de Talia et Hugo. Elle est travailleuse indépendante, réalisatrice de films, et avec son conjoint, ils ont décidé de réduire leur train de vie pour alterner les moments où l'un et l'autre ne travailleraient pas et prendraient le temps d'être avec leurs enfants. Une démarche éminemment féministe pour Ariane. Ah d'accord, c'est des accessoires de mode là. Les enfants, leur rythme est lent. Cette temporalité-là, cette lenteur-là, ça m'a beaucoup apporté. De prendre le temps d'observer chaque petite chose qui fait la vie. Parce que pour un enfant, mettre ses chaussures, puis mettre son manteau de ça, c'est un apprentissage. Donc du coup, ils vivent pleinement chacune de ces phases. En fait, cette temporalité-là des enfants, ça n'est pas compatible avec le temps de la société parce qu'il y a un timing. Et que ce timing, l'enfant, lui, il s'en fout. Et en fait, moi, je me suis offert la possibilité de ne pas vivre tous ces moments-là dans la crise. Moi, d'être dans la temporalité de mes enfants, ça m'a donné l'opportunité de redécouvrir que je pouvais prendre le temps pour moi aussi, que je pouvais prendre le temps de vivre et que je pouvais du coup me questionner comment je mange, comment je prends soin de mon intérieur mental et psychologique. Et donc à chaque fois que j'ai une frustration et que mon fils part pour sa sieste et que je me mets à tâcher et qu'il se réveille au bout de 5 minutes et que je suis là, ah non, j'avais tellement envie de faire ça. Alors je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais globalement je me ramène toujours au fait que c'est ok, que c'est bientôt fini. De toute façon, en ce qui me concerne, c'est aussi pour ça probablement qu'il n'y aura pas de 3e enfant. Refaire comme ça une phase complète de pause pour être complètement dans l'expérience avec un enfant, je suis pas prête. Et c'est génial, quoi. C'était une seule fois dans ma vie. Enfin, je suis trop contente en fait d'avoir vécu ça. Je suis trop heureuse d'avoir été à leur contact, d'avoir vu chacune de leurs acquisitions. C'est tellement intense ces premières années de leur vie, ils font tellement de choses. Quelle chance pour moi de pouvoir choisir aujourd'hui, là, de passer ce temps-là avec mes enfants. Et du coup, de pouvoir laisser émerger une femme qui assume complètement ses choix de vie et qui assume
tout ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Si moi j'ai envie de faire ma lessive maison et donc de passer du temps à faire ça et du coup de réfléchir à quels sont les produits qui vont arriver sur les vêtements, qui vont arriver sur ma peau. En même temps, je sais que ça va moins blesser la planète. En même temps, je sais que ça va être mieux pour nous. Quand je cuisine, quand je fais une préparation, quand je crée un jouet avec mon enfant ou pour mon enfant, je sais pas, j'ai un peu la sensation de changer le monde, quoi. Parce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose d'énorme, en fait. D'énorme au niveau de mon foyer. Et je sens vraiment ma contribution. En fait, je la valorise. Je valorise la contribution domestique et éducative à sa juste valeur. C'est-à-dire, c'est l'avenir de l'humanité quand même, nos enfants. Mais au-delà des enfants, la façon dont je m'autorise à vivre, en étant dans la non-violence, je n'ai pas trop parlé de non-violence éducative encore pour le moment, mais le temps, c'est aussi le temps d'accueillir les émotions. Quand il y a une forte colère qui sort, on peut laisser vivre la colère. Et on peut dire à son enfant « je t'aime même quand tu es en colère ». Mais ça, c'est énorme. Parce que ça, demain, ça donne des adultes qui ont un rapport à eux-mêmes et à leurs émotions qui est beaucoup plus apaisé et qui donc créent des relations sociales qui n'ont rien à voir, une société qui n'a plus rien à voir. Donc en fait, cette démarche-là d'être dans la non-violence et de redonner à l'enfant sa place et de changer son regard sur l'enfant, pour moi, c'est éminemment féministe et c'est vraiment l'angle mort du féminisme en fait, parce que si tu redonnes toute sa place à l'enfant, alors être une mère n'est plus un problème. Et c'est juste accompagner l'enfant. Et comme l'enfant est une personne entière, complète, qui a toute sa place dans cette société, du coup, être mère, c'est... Et être père, en fait, juste être parent, n'est plus... on n'est plus sur la discussion de cantine. « Ah, mon gosse qui m'a fait l'autre jour, te rends compte ?» Non, c'est... On les aime, on les valorise pour ce qu'ils sont, des êtres complets, extraordinaires, et on est content de les accompagner. Et ça ne nous empêche pas d'être femme, d'être homme, d'être indépendamment de ça? Ça ne nous prend pas trop, en fait, de les considérer comme ça? Je crois que les enfants prennent toute la place pendant leur petite enfance, en fait. Oui, un petit enfant prend presque toute la place. Mais quelque part, à force de le nier, ça, on nie les besoins du parent. Et oui, le petit enfant prend toute la place pendant les premiers mois, voire les premières années de sa vie. Si on change un peu notre façon de fonctionner et qu'on s'entraide et qu'on est... Parce que le tragique, en fait, c'est l'isolement des familles. Avant, on vivait en communauté. Alors, je ne suis pas pour c'était mieux avant. Mais par contre, je trouve intéressant de prendre les leçons de comment ça fonctionnait avant. Quand on vit en communauté, alors du coup, la charge que représente la petite enfance est répartie sur la communauté. Bien sûr, les parents sont sur le devant de la scène, mais il y a de l'aide autour. Et donc, du coup, il y a des poches, il y a des ouvertures pour les parents, d'avoir un peu d'espace, de faire un petit peu, puis aussi de pouvoir partager sur leurs pratiques, de pouvoir raconter ce qui nous arrive, de pouvoir échanger, comprendre. Pour moi, ça a une valeur immense, en fait. Ça a beaucoup plus de valeur que d'aller travailler pour un patron sur un job en plus qui me plairait plus ou moins, mais vraiment. Et oui, c'est éminemment féministe pour moi d'être mère au foyer, dans le sens... C'est éminemment féministe de prendre ce temps pour mes enfants et aussi dans la redécouverte pour moi-même de qui je suis et aussi de plus me définir en fonction de mon travail. Mais pour moi, c'est un approfondissement des combats féministes. C'est pas un retour, en fait, pas du tout. C'est une peur qu'on a parce que là, on est sur un modèle et qu'on a dit libérer la femme, c'est la libérer de la maternité. Donc du coup, mince, il y a des femmes qui veulent pas se libérer de la maternité. C'est un petit peu embêtant parce que c'est pas le programme qu'on s'était donné. Mais c'est là que l'écologie rentre en compte. En fait, on n'est plus dans un monde où il y a le capitalisme et l'anticapitalisme et le patriarcat, le féminisme, et ça se rentre dedans gentiment comme dans les années 70. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a pris conscience du fait que la Terre était aussi un interlocuteur dans l'histoire. Et donc, du coup, il y a un qui se réveille. Je mène un mode de vie qui est plus déterminé par l'argent et par les structures sociales telles qu'elles sont dictées encore aujourd'hui, voilà. Et je me définis plus en fonction de ça. Et en fait, je m'en fous de savoir si ça va changer quelque chose à ma retraite ou si ça fait de moi une femme aliénée ou pas. Moi, toutes ces questions-là, en fait, j'ai cessé de me les poser. Et ma vie va beaucoup mieux depuis, parce que juste je vis, quoi. Je crois qu'il a fait toute sa sieste sans s'arrêter, ce qu'il ne fait jamais. Il savait. Il a trop assuré, là. Je suis là. Ça va le faire. Ce matin, je jette flacons et comprimés à la poubelle. Je déshabille mon corps d'après et place ma petite fille lentement contre moi,
petite boule humaine repliée contre le connu. Ce matin, il n'y aura plus de bain tous les jours, parce que les nourrissons doivent avoir les oreilles propres. Ce matin, il n'y aura plus de bébés durement séparés, dans un lit qui n'invite jamais à dormir. Ce matin, nous arrêterons de courir en pensant qu'il faut, qu'on doit, courir toujours. Ce matin, nous arrêterons de penser que la vie, c'est tout de suite maintenant, parce que le monde est fou et qu'il faut se dépêcher, vite séparer l'enfant de la mère dévoreuse, vite jouir pendant que l'enfant dort dans la chambre d'à côté, avoir des orgasmes sans serrer les dents quand le pénis pénètre les muqueuses blessées, se dépêcher de consommer, travailler, sortir, sourire. L'enfant dans le berceau, loin du corps de la mère, qui appartient au père, un point, c'est tout. Ce matin, nous balayerons les injonctions d'une vie à toute allure. Ce matin, nous nous recroquevillerons tous les trois, amoureux, en laissant le froid à la folle vie du dehors. Nous chuchoterons des mots fabriqués. Nous dormirons ensemble pour dormir, enfin. Ce matin, nous lui dirons pardon. Pardon, petite. Pardon pour les pas pressés. Le monde entier veut aller vite, très vite. Faire naître les bébés en 12 heures maximum, les habiller, les laver, leur mettre un pyjama et les présenter à ceux qui attendent. Le monde entier est très pressé de voir l'enfant jouer, parler, ouvrir les yeux, manger, obéir, se conformer, grandir, étudier, travailler, consommer, baiser, enfanter, faire naître des bébés, fabriquer des petites filles et des petits garçons et aller vite, vite, avant que l'éternité ne se fasse la malle. Pardon, petite. Pardon. Le corps d'après, Virginie Noir. Ces mères qui décident de quitter le monde du travail salarié pour vivre avec leurs enfants, Geneviève Pruvot en a rencontré beaucoup au cours de son travail sociologique sur les vies alternatives en milieu rural. En choisissant leur lieu de vie, en cherchant à être autosuffisants, à vivre en réseau avec d'autres foyers, elles et leurs conjoints souhaitent réinventer de nouvelles façons de partager les tâches et la vie domestique. C'est vraiment l'idée de réintroduire les tâches de soins des tout-petits dans sa vie ordinaire. Il y a beaucoup d'écharpes de portage dans plein de sociétés autres. C'est quelque chose qu'on remet à l'honneur. Et c'est à la fois l'idée que le bébé est en bien-être physiologique dans le dos, mais qu'il est aussi possible de le porter en toutes circonstances pour toute activité. Et ça permet de ne pas isoler le temps du bébé. Mais après, je peux comprendre, quand je vois nos routes, elles sont tellement atroces qu'on n'ait juste pas envie de sortir avec son gamin en permanence et aller à son travail qui, de toute manière, n'est pas compatible. Notre société de travail est organisée pour qu'on parque les bébés en crèche ou chez une nounou ou dans un appartement et qu'il ne sera jamais mieux en sécurité que dans ce magnifique objet qu'on appelle précisément le parc. Enfin, vous voyez, on est parqué. Donc, alors que quand on va dans n'importe quel autre pays qui n'est pas aussi industrialisé, la première chose qu'on redécouvre, c'est qu'il y a des enfants partout et qui sont amenés partout et qui sont portés beaucoup par leurs parents et qui sont associés à beaucoup d'activités. Et donc évidemment, chez les alternatives que j'ai pu rencontrer qui sont plutôt pour le cododo, école à la maison ou ce qu'ils appellent l'école de la vie, il y a l'idée qu'on remet les enfants, de la petite enfance en tout cas, au maximum en partage de ces activités. Parce que c'est une fête. Aller dans un poulailler, c'est drôle. Se retrouver installé dans un coin du potager, c'est marrant. Et donc, c'est vrai que ça crée une charge mentale assez importante, mais c'est partagé aussi sur plusieurs adultes. Il y a une latitude de mouvement aussi, physique, de l'enfant, que j'ai trouvée assez importante. Et donc là, il y a aussi une remise en place d'autres normes de sécurité qui font qu'il y a une très grande confiance en fait introduite très jeune chez ces enfants qui sont élevés autrement, pour qu'ils prennent conscience de leur corps aussi, de leurs limites. Le feu, par exemple,
Les enfants qui vivent à côté d'un poêle ou à côté du feu de bois ont un rapport au feu qui est précautionneux. C'est appris dès la plus tendre enfance. Et donc, c'est quelque chose qui crée une charge mentale supplémentaire, mais aussi qui donne lieu à beaucoup de choses pédagogiques et qui est très importante pour les parents que j'ai pu rencontrer. C'est réapprendre aux enfants à naviguer dans un monde élémentaire. Et cette attention-là, c'est pas que du danger absolu, ça peut être aussi une ressource, mais il faut savoir l'utiliser. Et pour les petites filles, ça crée justement cette absence de peur. Pour les petites filles, c'est énorme. Par exemple, est-ce que vous allez laisser votre petite fille dans un parc? On évite de laisser les enfants tout seuls, mais là, les laisser dans un petit bois. Évidemment qu'il y a un rapport au monde naturel et donc, dès l'enfance, ça crée ce rapport agile à son corps, en fait. Et les mères que j'ai pu voir, mais aussi les non-mères, et qui prennent acte du fait qu'il faut prendre soin des êtres vulnérables, qui ne sont pas en capacité de s'autosuffire, justement, c'est qu'elles vont aller au bout du raisonnement. Et donc vont reconfigurer leur histoire familiale, reconfigurer leurs amitiés aussi, leur logement, et faire le grand saut. Et donc là, c'est pour moi des acquis majeurs du féminisme que d'avoir montré qu'il ne suffit pas d'aller à la tête, à la conquête du pouvoir. Le pouvoir, il est aussi à la maison et la façon dont on organise domestiquement les tâches et comment on élève ses filles et ses garçons, et que c'est le pouvoir d'éducation. Et donc la révolution féministe, elle n'est pas cantonnée à une seule sphère, elle va du privé au public, parce que le personnel est politique et le politique est personnel aussi. Et donc c'est cette révolution-là qu'ont fait ces femmes. C'est Paty Vido qui veut faire une install de ces fœtus là, de ces doudous fœtus, ces œuvres-là. Tu as vu ce qu'elle faisait ? Ouais, tu nous as montré. À Quimper, dans le Finistère, un collectif de mères, les Veriban Moser, souhaite aussi réinvestir la question de la maternité d'un point de vue féminin. Soit derrière la vitrine, là, sur le truc du café, là, parce qu'ici, il y a le café. Dans le hall des toilettes, La plupart d'entre elles élèvent leurs enfants seules, sont mères célibataires. Elles souhaitent faire entendre la difficulté à être mère et le besoin de partager les vécus pour réinventer les parentalités et sortir de la famille nucléaire classique. Elles sont en train d'organiser un festival au cours duquel elles feront entendre une pluralité de maternités. Lily, elle a raison, la piscine de doudou, il faut qu'elle soit en intérieur. Enfin, il faut qu'elle soit protégée parce que s'il pleut, c'est pour ça qu'on met une bâche. Elle dénonce aussi les jugements sociaux permanents que subissent les mères, quel que soit leur choix. Trop maternante ou pas assez, trop autoritaire ou trop laxiste, trop absente, trop présente ou pas assez intégrée. Je pense que le mother shaming, c'est un concept vraiment à creuser et sur lequel il faut qu'on bosse. C'est toutes les culpabilisations qu'on fait porter aux mères sur tout plein de trucs. Et donc on en a toujours vécu en étant un peu hors cadre en élevant nos enfants. Je dis nous en parlant de moi et des papas du coup. En squattant dans les facs avec nos bébés pour les occupations de fac quand ils étaient nourrissons, en continuant à faire la fête avec eux, en continuant à avoir une vie sociale, sexuelle, militante et tout ça. Ça c'est déjà assez... Donc on s'est pris des jugements sociaux régulièrement dans la figure. Et en fait, jusqu'à présent, je m'en foutais et ça me confortait presque dans mon choix d'élever mes gamins un peu en marge, on va dire. Et sauf qu'il y a 2 ans, dans le cadre d'un collectif féministe, j'ai été accusée d'être une mauvaise mère. Là, pour le coup, ça m'a un peu traumatisée, ça. L'idée de la mauvaise mère ne devrait pas circuler impunément comme ça, tranquille, dans un groupe féministe, en fait. Donc ça m'a fait conscientiser, moi, l'ampleur de ce merdier que portent les mères. Voilà, donc je pense que du coup l'idée de faire Veriban Moser, c'est ma réponse personnelle à cette accusation intime pour me soigner, et puis ma réponse et une réponse politique qu'il y a à faire à ce problème de mother shaming et tout ça qui est bien plus large. Il y a un poids de la société qui est assez énorme. La norme, c'est le couple avec les enfants. Quand on se retrouve toute seule, déjà souvent la tête des gens, c'est on n'a pas su garder le mec. On est la nana qui s'est fait larguer. C'est rarement le cas, mais en tout cas, c'est ça. Vraiment, regard de pitié. En plus, les filles étaient petites. Nous, elles avaient 3 ans et demi quand je suis partie. Donc, du coup, vraiment, c'était ça. C'est la pauvre, elle est toute seule avec ses 2 enfants-là. Et puis, dès qu'il y avait un souci avec les enfants, bah oui, mais c'est parce que, voilà, je suis toute seule. Et donc, tout est mis là-dessus. Donc... Aziz et Luna sont dysphasiques, c'est un trouble neurologique. Mais pour la psycho qui les a évalués au niveau psychométrique,
c'était forcément l'histoire familiale et le fait que j'ai les élèves toute seule et que du coup, il y avait personne pour faire tiers et que ça faisait trop fusion. Enfin, voilà. Alors, en plus, moi, je suis dans le métier, donc je savais bien que c'était des bêtises, mais ça touche quand même. J'ai aussi un mode d'éducation pour les filles qui est très libertaire, où je les considère en tant que sujet. Donc, on discute énormément. Je tiens compte de leurs envies, de leurs demandes. Voilà, les décisions à la maison, elles sont discutées. On va parler très librement du corps, de la sexualité. Au niveau politique, on parle énormément aussi à la maison. Et donc, je pense que ça choque aussi. Donc, moi, j'ai mes collègues aussi qui peuvent juger ma façon de faire. Elles sont pas dans ma situation, elles sont toutes en couple. Eh ben oui, moi, j'ai pas renoncé au militantisme. Donc, mes filles, elles viennent avec moi sur les réunions, sur les débats, sur les conférences, sur certains concerts, et puis en manif, quand c'est des manifestations plutôt soft. Mais elles sont là. Elles sont là parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix. À part sinon vivre terré chez moi, et ça, il n'en est pas question. Mais bon, je vois que ça dérange un peu quand même. Je devrais plutôt rester chez moi, m'occuper de mes enfants, à la limite me rechercher un autre mec pour pouvoir vite me recaser à nouveau, mais pas militer, pas continuer à vivre en fait, ma vie de femme. Mais de toute façon, je pense que en tant que femme, on ne fait jamais bien les choses. Il n'y en a pas beaucoup qui sont des bonnes mères au vu de la société. C'est aussi une des choses qu'on voudrait mettre en avant dans le festival, c'est l'entraide que nous, les femmes, on peut s'apporter à des moments où on n'en peut plus. Parce qu'on aurait le droit de dire aussi, ben non, j'en peux plus, je vais prendre une babysitter, mais si on est seul avec un salaire de 2 enfants, ben la babysitter, on ne va pas la prendre. Et s'il n'y a pas une copine qui peut les garder, ou même intervenir quelquefois aussi comme prendre la place de la discussion, jouer le tiers. Ben, c'est le métier le plus difficile du monde, on dit le métier de parent. Mais je pense que la mère, elle s'auto-culpabilise quand ça ne fonctionne pas, davantage. Et ça fait du bien d'échanger avec d'autres personnes. Et puis de se dire, ben là, c'est pas de ma faute. Ou tout le temps, ça revient souvent, bah oui, c'est de ma faute. On se remet en question, on dit c'est de ma faute ou j'ai mal fait. Or en fait, pas du tout. On a fait ce qu'on a pu bien souvent, avec le peu de moyens qu'on avait. Il y a plein de moments où tu sais pas quoi faire avec tes gamins. Par exemple, ma fille, elle se fait pas confiance à l'école. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai merdé à trop valoriser son frère et pas assez elle. Ou je sais pas. Pourtant, ça fait longtemps que j'ai remarqué ça et qu'on essaie d'inverser la tendance. Mais du coup, j'ai eu un bon coup de flip il y a 2 ans et je voyais pas comment désamorcer ce truc-là. Donc là, comme a dit Françoise tout à l'heure, j'ai appelé plusieurs copines en leur disant, les filles, comment est-ce qu'on peut prendre Tipeee par plusieurs angles et comment on peut réfléchir à la question pour ensemble essayer de lui faire passer cette idée qu'elle est bête ou un truc comme ça, ce qui est absolument pas le cas. Ben moi, en fait, je me suis fait un peu avoir parce que, en fait, moi, je voulais avoir des enfants, je me suis aperçue, c'était pour les faire déjà. Après, être enceinte, j'ai adoré. Accoucher, formidable. Et après, où est le personnel? Quoi, qu'est-ce que je... Moi, je voulais bien allaiter un peu pour la santé, c'était bien, mais déjà, là, ça commençait vraiment à me gaver. Et après, il y a eu personne, il n'y avait plus que moi. C'est que je me suis séparée assez tôt du père et du coup, je me suis rapprochée de ma mère et du réseau de copines et voilà, de la famille ici parce que je me voyais pas. Parce que ma mère, l'intendance, tout ça, elle adore tartiner. Voilà. Et combien de dents ils ont, des choses comme ça, combien ils pèsent, c'est des choses. Pour moi, ils devaient pousser tout seuls. Voilà. Un peu. J'ai pas compris que c'était si. Il se passe des choses là. C'est lourd, c'est fatigant. Je me suis sentie encombrée, quoi. Ouais, voilà, on n'a pas sa vie, ouais. Je pensais que tout le monde était plus ou moins parental, il s'avère que non. Moi, j'avais comme la notion d'équipe, je voyais, mes enfants, je les ai élevés en autonomie, dès qu'ils ont su, ils ont fait la vaisselle avec moi, enfin, chacun, comme quand j'étais animatrice, chacun qui est en capacité de faire quelque chose, il le fait, on le fait ensemble, et on fait équipe, et puis ça bouge comme ça, quoi. Et sauf que j'étais toute seule dans mon équipe un peu. Si mes enfants, j'arrivais à les faire grandir, mais le papa, c'était pas ça. Ouais, j'avais pas envisagé que ce serait... Ouais, que j'aurais été toute seule. Pas envisagé que le père serait pas père, pas envisagé que du coup je me retrouvais moi parent, faire l'intendance que ma mère, je voyais, elle faisait ça bien, elle avait pas l'air d'en souffrir. Moi, c'est incohérent, quoi. Je comprends pas.
Ils me reprochaient. Alors moi, j'étais pas une mauvaise mère pour eux, j'étais pas une maman normale. J'ai dit, mais c'est quoi une maman normale? Alors une maman normale, voilà, c'est comme ma mère, et qui va lasser les lacets, qui va tartiner la tartine, qui va pousser pour qu'ils fassent de bonnes études. Et... quelqu'un que t'as toujours dans les pattes. Et moi, je voulais pas être dans leurs pattes, je voulais qu'ils fassent leur vie, quoi. Mais j'ai pas envie de les prendre par la main et de faire tout à leur place. Ouais, ils me reprochent juste de pas les avoir assez maternés. Je suis pas fusionnelle, je suis pas maternité, je suis pas. Moi, je suis équipe, quoi. On fait équipe, on fait. Mais alors, du coup, je sais pas si on peut aller jusque-là. Est-ce que vous pourriez employer le mot de regret, du coup, d'avoir été mère? Ah oui. C'est une grosse arnaque. Moi, j'ai bien dit à ma fille, c'est une grosse arnaque, fais gaffe. Non. Je dis, trouve un vrai père qui soit même plus parent que toi, quoi. Tu vérifies bien ça. Regarde-le avec les autres enfants, comment il est. Vérifie bien tout ça, parce que sinon c'est pot à pomme. Et là, la société va pas te... Un père célibataire, je pense qu'il est déjà un peu plus cocooné, on fait un peu plus attention. Mais une femme célibataire, alors là, tu vas prendre cher. Mais en fait, des portraits de Very Bad Mother, il y en a partout. Il y en a dans la littérature, il y en a dans les films, il y en a partout. On en connaît plein des Very Bad Mother, c'est un truc qui est vachement montré. Par contre, on parle jamais des pères, ils sont juste pas là. Voilà. Les pères absents. Les Very Bad, ouais. Voilà, et ça va pas plus loin, donc on décortique pas en fait le mal qu'ils font en n'étant pas là, en étant super violents, en étant... Moi, ça me saoule, j'aimerais bien qu'au festival, on ait un peu des portraits de Very Bad Father. Parce qu'en fait, du coup, comme c'est que les meufs qui s'occupent des gosses, statistiquement, et ben du coup, il y a que les meufs qui font de la merde avec les gosses. Ça va pas, ça suffit pas comme discours. En fait, quand on parle de mother et maternité, ça travaille beaucoup la culpabilité, j'ai l'impression. Et le mot very bad mother, ça travaille aussi cette question, c'est mauvais, la mauvaise mère, quoi, tu vois. Donc, du coup, au début, j'ai vu que, j'ai eu du mal. Moi, je pense que ma mère aurait pu avoir un peu plus de culpabilité, en fait, finalement. Pour les choses que moi, j'ai subies et qu'elle m'a pas protégée. Je pense que, pour le coup, ma mère... aurait pu être un peu... plus protectrice. Ouais. Dans ma famille, je suis victime de pédophilie et je ne suis pas le seul. Il y en a eu 5 dans notre famille. Et donc, du coup, les parents ont surtout protégé le perpétrateur, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose que je ne pardonne pas, ouais. Je pense. Je pense que d'avoir un enfant, c'est une sacrée responsabilité, en fait, finalement. Et tu n'es pas armé pour chaque situation. C'est pour ça qu'on pense plutôt justement sortir de ce cadre du couple qui souvent se réduit à que la mère, d'ailleurs, et envisager des solutions collectives, que le fait que les gens qui n'aient pas de gamins soient aussi impliqués dans l'éducation et soient des alliés des gens qui ont des gamins. Et voilà, c'est le proverbe, là, il faut tout un village pour élever un enfant ou un truc comme ça. Ça serait peut-être moins lourd à porter personnellement. Si jamais on sortait de ce truc de couple et de famille nucléaire et très souvent de femmes seules, du coup, si jamais socialement il y avait plus de choses qui étaient en place. Tout seul, on peut dire des conneries. Moi, heureusement qu'il y a d'autres gens qui parlent à mes enfants, quoi. Moi, je vais leur envoyer qu'une seule vision du monde. J'imagine que si on passe sur des modes plus collectifs, il va falloir que les gens s'impliquent, mais il faut aussi que nous, on se déconstruise aussi sur l'enfant est mon enfant, c'est à moi de lui transmettre et tout ça, et accepter qu'il y ait d'autres visions qui passent et d'autres discours pas forcément cohérents avec les nôtres, et puis les gamins feront eux-mêmes leur mayonnaise avec tout ça. De toute façon, on a déjà tous les discours de l'école, de tout qui passe. Du coup, c'est cool qu'il y ait des gens qui aient grave la patate et qui soient super contents de lire Spot, alors que toi, t'as lu Spot 147 fois dans les 6 derniers mois, tu peux plus de sa gueule à Spot. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui est super content de lire Spot, c'est cool, tu vois. Voilà. Donc, je pense que c'est une position vraiment dont tout le monde devrait s'emparer, en fait, qui regarde pas que les personnes qui ont porté des enfants dans leur ventre, quoi. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques, avec la voix de Lorgia Picconi et la collaboration de Juliette Hamon. Merci à Mélissa Plavis et Daliborka Milovanovic. Merci à Émilie et Gaëtan Dupuis, ainsi qu'à Lou des Very Bad Mother. Un podcast à soi s'écoute sur arteradio.com ou sur votre application de podcast favorite. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter @unpodcastasoi, sur le Facebook d'Arte Radio, et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail unpodcastasoi@artefrance.fr. On se retrouve le mois prochain pour un difficile mais nécessaire épisode autour de la pédocriminalité, de l'inceste et de la domination des adultes sur les enfants.
Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.